Le ministre de l'Intérieur et l'administration territoriale se sont penchés ce matin sur la nouvelle carte d'identité biométrique CEDEAO et la refonte du fichier électoral. Il s'agit de voir comment mettre en œuvre dans les meilleurs délais ces changements. Les préfets et gouverneurs des 45 départements que compte le pays ont profité de cette tribune pour demander des moyens d'accompagnement. L'élection du H2CT était aussi au menu des échanges. 78 bureaux de vote ont été prévus à cet effet. Les précisions de Monsoso. Voici le spécimen de la nouvelle carte biométrique CEDEAO. La face recto porte sur l'identité du citoyen et la face verso les informations électorales. Pour une meilleure vulgarisation, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a ainsi jugé nécessaire d'outiller davantage l'administration territoriale. Nous avions prorogé l'essentiel des cartes d'identité actuellement détenues par nos compatriotes qui sont pour l'essentiel à expirer, donc au 31 de cette année. D'ici là, nous avons aussi le devoir, en tout cas, de mettre à disposition de nos compatriotes justement donc la nouvelle carte d'identité. Et je rappelle que ce sont celles-là, ces cartes d'identité donc biométriques CEDEAO, qui seront donc disons mises à leur disposition. Et c'est des cartes aussi qui ont une double fonctionnalité pour le moment en tout cas. Cette fonctionnalité, cette fonction, disons, d'identification, mais aussi la deuxième fonction, donc, de servir de carte d'électeur. Après diagnostic, il a été constaté un pourcentage important d'électeurs qui ne participent plus au scrutin, ce qui contribue pour beaucoup à la diminution du taux de participation d'élection en élection. D'où l'urgence d'aller vers la refondation du fichier numérisé et biométrique, la 5e du genre, après celle de 1977, 99, 2000 et 2006. Un exercice qui nécessite beaucoup de moyens, vu le délai imparti. Une petite erreur peut même créer donc, des conséquences incalculables du point de vue du contentieux, du point de vue de la saisine des médias, etc. Donc, je crois que c'est important que les préfets disposent de ces listes en retour pour pouvoir rapidement donc, vérifier ensemble avec tous les acteurs nécessaires et donc de signaler donc, les différentes erreurs. C'est important. Vous constatez avec moi que le fichier est très faible aussi et ça nécessite beaucoup de moyens pour le vote par anticipation. C'est un fichier de 24 000 personnes et mobiliser vraiment tout un personnel, tout un système en place, mettre en place toute une stratégie pour le faire voter alors que le fichier est relativement très faible. Il s'est aussi agi de l'élection du Haut Conseil des collectivités territoriales. 78 bureaux de vote dans les 45 départements du pays sont prévus à cet effet. La campagne démarre le 28 août prochain pour s'achever au soir du 2 septembre à 0h. Juste préciser que les militaires et paramilitaires vont voter le même jour. Une enveloppe de 72 millions de francs CFA seront mobilisés pour l'élection du Haut Conseil des collectivités territoriales. Révélation du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Pour plus de détails, suivant les explications de Abdoulaye Daouda Diallo au micro de notre reporter. On va finir de l'évaluer, mais dans tous les cas, ce n'est pas une élection qui va nous coûter les yeux de la tête. Hein. On le rappelait tout à l'heure, c'est 87 bureaux. C'est vraiment rien du tout. On va l'avoir le faire dans les 45 chefs-lieux de département, encore que là, donc on a 45, disons, centres de vote, 78 bureaux, très peu de papier. Je pense que c'est une élection qui, objectivement, ne va pas nous coûter beaucoup de choses. J'avoue que 72 millions, voilà, donc il vient de me dire le directeur général des élections. Donc vous comprenez que c'est pas quand même, en tout cas la démocratie vaut plus que ça, je pense. En politique toujours, la présidente de Carlenen soutient que la prochaine mise en place du Haut Conseil des collectivités territoriales vise à recaser une clientèle politique. Selon elle, cette institution est inutile et contribue au gaspillage. Elle estime que le pays a d'autres priorités. Professeur Amsadou Sao Sidibé appelle au boycott de cette élection. Nous l'écoutons. Pour le référendum, j'avais d'abord appelé à l'abstention. Bon, et après, au non. J'ai dit non au référendum. Et l'un des motifs de ce non, c'était le Haut Conseil, qui est inutile et budgétivore. Inutile. Inutile dans la mesure où, vous savez que même cette décentralisation, qui concerne au plus haut point le Haut Conseil,
n'existe pas dans la réalité. Ce n'est que sur les papiers. Il n'y a même pas de financement. Alors on nous dit qu'en plus de ça, on va créer un haut conseil qui va conseiller sur la décentralisation. C'est une aberration. Et c'est budgétivore. Au lieu que ce financement-là aide les mairies, les localités, eh bien on va jeter encore une fois de l'argent par la fenêtre. Donc je suis contre le Haut Conseil et notre position au niveau de Karl Lenen, c'est le boycott de ces élections. Le boycott pur et simple de ces élections. La troisième voie politique vient de voir le jour. Le lancement a été effectué par le professeur Amsatou Sow Sidibé, un courant qui prône le respect scrupuleux des engagements, de la vérité et du travail. Interpellé sur l'affaire Aïda Diong, la présidente de Karl Lenen est convaincue que la Cour suprême a outrepassé ses prérogatives. Toutefois, elle est d'avis que la traque des biens dits Malaki doit se poursuivre. Un travail de Fatou Bintou Diagne. La décision de la Cour suprême est une bizarrerie. Ce sont les propos du professeur Amsatou Sow Sidibé. Cette instance a outrepassé ses compétences. Il est extrêmement rare qu'une juridiction de cassation statue sur les faits. Or, c'est ça qui a été fait. Je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs. Ça peut arriver, mais c'est une exception. Et que le juge de cassation ou la Cour suprême est juge du droit et non des faits. Or, ici, on a vu que ça arrive, mais c'est toujours une bizarrerie. Le caractère général de la traque des biens mal acquis doit être une primauté et elle doit se poursuivre. Ceci peut permettre le changement des valeurs. Position de la présidente de Karl Lenen. Nous attendons de la traque des biens mal acquis, justement qu'elle revienne, qu'elle nous permette de revenir aux valeurs d'équité, de justice. Pas de khadji et sen. Il faut une équité dans cette affaire. On ne peut pas attraire devant les juridictions une catégorie de personnes jugées opposantes ou autres, non dans la majorité, et puis laisser dans les prairies vertes ou autres des personnes qui vont aller vers la majorité. C'est ça qui est inadmissible. Le professeur Amsatou Sow Sidibé a lancé la troisième voie politique, un courant qui prône un changement des valeurs dans le milieu politique, mais également dans le quotidien des Sénégalais, un changement des valeurs pour un lendemain meilleur. Le comité de soutien de Ousmane Sonko ne pourra pas manifester ce mercredi devant le ministère de la fonction publique. Un arrêté préfectoral interdit le rassemblement, une décision décriée par les souteneurs de l'inspecteur des impôts. Ils qualifient cette interdiction d'entrave au droit de manifester. Ils ont fait face à la presse ce lundi pour réitérer leur soutien à Ousmane Sonko. C'était en présence d'Abdoulaye Wanyanga. L'affaire Ousmane Sonko n'a pas encore connu son épilogue. L'inspecteur des impôts et domaines est convoqué ce mercredi par le conseil de discipline du ministère de la fonction publique. Ses souteneurs voulaient à ce titre tenir un rassemblement le même jour, mais la manifestation est interdite par le préfet de Dakar. Ce qui est d'extraordinaire, c'est que pendant que le commissaire de police était en train de discuter avec le représentant qui a été envoyé dans le cadre de l'enquête, une décision lui a été remise et qui disait que la manifestation est interdite. Dans ce lot de souteneurs de Ousmane Sonko figure l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye. Il a pris d'ailleurs part à la conférence de presse du comité de soutien à Ousmane Sonko. Les fonctionnaires actuellement en poste sachent bien qu'un jour viendra où on pourra leur reprocher de s'être tus et d'avoir caché des choses concernant les intérêts du Sénégal et des Sénégalais. Étant le principal concerné dans cette affaire, Ousmane Sonko qualifie sa convocation d'acharnement du régime en place sur sa propre personne. C'est une convocation qui frise l'absurde. Vous savez, je suis un agent assermenté de l'État, inspecteur principal des impôts et domaines, et j'ai fait 15 ans de fonction. Je n'ai jamais reçu ne serait-ce qu'une demande d'explication, un blâme ou un avertissement. Jamais. L'inspecteur des impôts et domaines Ousmane Sonko doit répondre très prochainement à une convocation du conseil de discipline. Toutefois, il reste serein et attend tranquillement sa convocation.
Je l'annonçais en début d'édition, le syndicat autonome des enseignants du supérieur était dans la rue ce matin pour dénoncer la gestion du recteur de l'université de Dakar, gestion que ses professeurs jugent hasardeuse. Ils ont également fustigé le laxisme du recteur sur les dossiers des professeurs Amsatou Sow Sidibé et Malik qui depuis leur limogeage de la présidence tardent à recevoir leur salaire. Les camarades d'Yankoba Seydi exigent que soient immédiatement rétablis dans leurs droits. Ababakar Sadir Top a pris part à la manifestation. Regardez. Malik Ndiaye et Amsatou Sow Sidibé sont victimes de la gestion calamiteuse du recteur de l'UCAD. C'est l'avis du SAES section Dakar. Les syndicalistes exigent la réparation immédiate et sans condition des torts causés. Deux de nos collègues valeureux, extrêmement dignes, qui ont tout fait pour cette université, qui ont servi cette université, qui ont formé des générations et des générations de cadres de ce pays et d'ailleurs. Je veux nommer le professeur Malik Ndiaye et le professeur Amsatou Sow Sidibé. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'on puisse les traîner, des gens qui travaillent et qui ne perçoivent pas leur salaire, alors que dans ce pays, il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas, qui se font payer de façon indigne. Ces gens-là ont choisi la dignité. Je vous dis pourquoi nous n'avons pas manifesté, parce qu'ils ont gardé cette affaire-là depuis très longtemps. Gestion hasardeuse, dérives notées dans le fonctionnement financier et pillage des ressources de l'UCAD sont autant de greffes que le SAES colle sur le dos du recteur. Cela étant, les professeurs demandent que ces deux professeurs soient rétablis dans leurs droits au plus vite. Regardez, à ce moment, nous sommes presque à la fin du mois d'août. Les collègues ne peuvent pas effectuer leur voyage d'études. Nous demandons à ce que les corps de contrôle de l'État viennent dans cet espace. L'office du bac, mais il a déménagé. Il est maintenant dans les locaux de la fac des lettres. Mais le déménagement de l'office du bac, je ne parle pas de la réflexion, mais le déménagement de l'office du bac, eh bien, c'est fait sur fonds propres. Le rectorat dit que ce marché du déménagement a été gagné par le même marché que les marchés des travaux de réflexion du rectorat. Ce qui veut dire qu'il y a un détournement ici qui est flagrant. Depuis le limogeage des professeurs Malik Ndiaye et Amsatou Sow Sidibé de la présidence, les services de l'UCAD tardent à homologuer leur paiement de salaire. À cela s'ajoute une non prise en charge des voyages d'études des professeurs en dehors de Paris. D'où la marche du SAES. Intéressons-nous à présent au musée de la civilisation noire, l'Institut Cause du Tort, à l'Institut fondamental d'Afrique noire, IFAN, affirmation du secrétaire général du SAES, section IFAN. Selon lui, le directeur de l'IFAN occupe cumulativement la direction du musée de la civilisation noire et de l'IFAN. Mohamed Ly trouve inacceptable qu'il veuille prendre les collections de l'IFAN pour les exposer au musée. Il martèle qu'ils ne l'accepteront jamais. Il réagit au micro de notre reporter. L'IFAN, c'est la recherche. Mais c'est également des musées et c'est également des collections. Et ces collections constituent une chance extraordinaire pour l'université de Dakar, puisqu'il n'est pas donné à toutes les universités d'avoir ces collections-là et ces musées-là. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que l'État a construit un musée qui s'appelle le musée des civilisations noires. Nous n'avons absolument rien contre, bien au contraire. Nous sommes des patriotes, nous sommes des enseignants-chercheurs, nous sommes des chercheurs, nous respectons la politique culturelle de l'État. À partir du moment où le directeur du musée des civilisations noires et le directeur de l'IFAN. Il y a là un cumul de fonctions qui est très problématique et il y a un conflit d'intérêts. Qui va faire la demande de prêt? Si demande de prêt il y a, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le directeur du musée des civilisations noires, le directeur général précisément, va faire une demande de prêt au directeur de l'IFAN, son homologue, le directeur de l'IFAN, qui n'est autre que lui-même. C'est l'emprunteur qui va définir les conditions du prêt, les objets prêtés, quand est-ce que ces objets seront retournés, etc., etc. Vous voyez dans ces conditions, comment on peut avoir une convention équitable? Parce que nous ne sommes pas contre prêter. Tous les musées prêtent. Mais encore qu'il faudrait que les conditions administratives soient réunies, et là ce n'est pas le cas. Récemment, le chapitre des revendications, les travailleurs de la défunte compagnie aérienne Sénégal Airlines menacent d'observer une grève de la faim le 4 septembre si l'État ne réagit pas à leurs requêtes. Ils n'ont pas reçu leur salaire depuis la dissolution de la dite compagnie au mois d'avril dernier. Pour être plus précis, le coordonnateur du collège des délégués de Sénégal Airlines souligne qu'il n'exclut pas de tenir un sitting devant les locaux du ministère du Transport aérien. Voici Moustapha Diakhaté au micro de Aïssatou Diop Tall. Qu'une société en liquidation garde des employés, 163 employés sous contrat, sans salaire, sans couverture médicale. Les employés sont dans le désarroi le plus total. Nous avons usé de la voie diplomatique en alertant
aussi bien la primature que notre ministre de tutelle de notre situation. Mais on a l'impression que les gens sont insensibles de cette situation-là. Nous avons cette fois-ci mis un plan d'action. Le plan d'action, c'est d'abord de faire un sitting déjà au niveau de notre ministère de tutelle. Nous avons prévu de faire une grève de la faim cette fois-ci. Et on avait dit le 4 septembre, le jour de l'élection du Haut Conseil. Nous allons radicaliser notre lutte et franchement, advienne que pourra, parce que nous sommes dans une situation exécrable, cauchemardesque, ça ne peut plus continuer. Le réseau national des prestataires de transfert d'argent donne de la voix. Ses membres ont manifesté leur mécontentement ce mardi devant le centre commercial Les 4C. Ces agents dénoncent le vol et l'escroquerie à travers les transferts d'argent. Selon eux, les auteurs de ces actes ternissent l'image de leur métier. Le réseau national des prestataires de transfert d'argent plaide pour des sanctions contre les fautifs. Lucina Sagna était sur place. Non à la défiance des opérateurs de transfert d'argent, non aux sociétés écrans dans le transfert d'argent, non aux ponctions frauduleuses de nos comptes. Voici quelques revendications du réseau national des prestataires de transfert d'argent. Pancarte brandie, brassard rouge à la main, ces opérateurs économiques manifestent leur colère à Wari qu'ils traitent d'escrocs. Ça c'est du vol. C'est du vol. Il prend 8% de nos commissions. Parce qu'il y a 2 commissions dans le transfert d'argent. Il y en a qui ont directement auprès de la banque, qui ont 30%. Et il y en a d'autres qui ont pris, et c'est la majorité, parce qu'il a fermé le robinet. Quand il a su que les gens allaient converger vers les banques, il a fermé le robinet aux banques, leur interdisant maintenant, désormais, de créer des comptes. Et alors, tout le monde est obligé maintenant de passer par lui pour qu'il prélève 8% de leur commission. Dans le logiciel, déjà, il se partage 25%. Il prend sur chaque commission, il prend déjà 25%. Après cela, il dit que nous tous, nous allons cotiser dans sa publicité. Nous payons 4% sur chaque transaction pour sa publicité. C'est Wari qui fait ça. Ce réseau de 2500 membres interpelle donc l'État à 2 sittings en 15 jours. Le RENAPTA prévoit de passer à la vitesse supérieure s'il n'obtient pas gain de cause. Nous sommes réunis aujourd'hui ici pour demander à l'État de regarder de très près ce qui se passe dans le transfert d'argent. C'est de l'arnaque, c'est du vol. C'est de l'arnaque et du vol. Maintenant, nous avons commencé, nous avons déroulé notre 2e plan d'action qui a commencé le dimanche passé par un premier rassemblement au niveau de la mairie de Dieuppeul. On est aujourd'hui au sitting du 23 devant 4C. Mais à la veille de la Tabaski, vous nous verrez, nous allons bloquer tout le système de transfert d'argent au Sénégal. Le transfert d'argent au Sénégal risque alors de connaître des perturbations à l'approche de la fête de Tabaski. À la veille de la Tabaski. Nous changeons de registre. Le phénomène de l'urbanisation gagne du terrain au Sénégal. Les statistiques prévoient un taux de 53% à l'horizon 2035. Le ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie invite les médias à sensibiliser l'opinion sur les enjeux liés à l'habitat. Diène Farbassar en a profité pour lister un certain nombre de projets dans le but d'apporter des solutions sur l'urbanisation galopante de la capitale. Adiara Sissé nous en dit plus. Face aux chiffres inquiétants du taux d'urbanisation qui sera de 53,25% à l'horizon 2035, sensibiliser la population en ce sens devient la préoccupation majeure du Comité national de l'habitat 3. Ainsi, pour réussir cet objectif, former les professionnels de l'information et de la communication sur le développement urbain durable s'impose comme une nécessité. Le Sénégal, vous savez, a anticipé, a travaillé beaucoup sur ce thème-là. Soit il a participé à de grands événements comme celui de Abuja, au Kenya, à Nairobi, à Medellín, à Rabat, à Surabaya. Nous avons été à la tête et nos discours ont été lus avec quelques pays. Nul n'ignore les conséquences de l'urbanisation face à l'exode rural, surtout à Dakar, où se concentre l'essentiel de l'activité économique du pays. En termes de solutions, des projets sont en vue, selon le ministre. Actuellement, il y a le projet de Diamniadio, il y a le projet de Dagakholpa, il y a le projet de Bambilor, il y a le projet de Yen. Tout cela, c'est de nouveaux pôles actuellement validés et qui vont démarrer. Et nous sommes en train de restructurer aussi des quartiers. Quand tu prends le PIS de Pikine, Pikine a été un quartier spontané. Les gens habitent n'importe où. Et maintenant, je pense qu'on va essayer de corriger
Le président Macky Sall est en train de faire des corrections. Le changement climatique s'ajoute également au nombre défis de l'urbanisation. Dès lors, pour se pencher sur ces nombreuses questions, une conférence mondiale va se tenir à Quito en octobre 2016, où des stratégies permettant de réaffirmer le rôle des villes moteurs de développement seront dégagées. La Tabaski 2016 évoquée en titre, il reste moins d'un mois dans les artères de Dakar. Les ruminants remplissent les voies, des moutons bien en chair occupent les tentes aménagées. Cependant, ils sont chers. Vendeurs et éleveurs expliquent ce fait par la cherté de l'aliment de bétail. Toutefois, ils déplorent le manque d'eau et de sécurité dans les points de vente. Un reportage signé Ndeye Fatimlo. Les vendeurs de moutons ont commencé à s'installer à travers les rues de Dakar. De gros béliers remplissent les tentes. Leur prix varie entre 80 000 et 400 000 francs. Il varie de 60 000 à 250 000. Non, c'est pas trop cher. Ça dépend de la taille des moutons. Plus le mouton est gros, plus le prix est plus élevé. Ça peut varier entre 130 jusqu'à 200. Ce prix élevé s'explique par la cherté de l'aliment de bétail. Quand nous nous rendons dans les régions pour acheter les moutons, nous nous rendons compte que le prix a largement augmenté. Un mouton qui coûtait 50 000 francs CFA coûte désormais 100 000 francs. Le sac de ripasse coûte 8 500 francs, celui de foin 5 500 francs. On dépense chaque jour 10 000 francs. À des moments, tu pouvais avoir un mouton à 80 000 francs, 70 000 francs. Mais aujourd'hui, les prix ont changé. En fait, il n'y a pas de mouton au-delà de 100 000 dans les régions. C'est parce que le sac de ripasse, ça coûte 8 000. Certains vendeurs déplorent le manque d'eau et de sécurité dans les points de vente. Ce vendeur s'est fait voler 5 moutons cette nuit. Ici, il n'y a pas de sécurité. On nous a d'ailleurs volé 5 moutons à l'aube, vers 5 h du matin. De plus, nous n'avons pas d'eau. On est obligé d'en acheter chaque jour environ 10 bouteilles de 10 litres à 35 francs le litre. À quelques semaines de la Tabaski, la vente de moutons a débuté dans les artères de Dakar. Si pour certains vendeurs, la clientèle se fait rare, pour d'autres, c'est le contraire. Certains viennent acheter leurs moutons, mais le laissent entre les mains des vendeurs en attendant le jour J. Toutefois, bien que le prix soit élevé, les vendeurs sont sûrs d'écouler tous leurs troupeaux d'ici la Tabaski. Notre série de reportages consacrés à la région de Kaffrine se poursuit. Aujourd'hui, nous mettons l'accent sur l'agriculture. Après les premières pluies, l'espoir est permis chez certains agriculteurs de la région. La forte pluviométrie a eu un effet positif sur les cultures d'arachide, de mil et de maïs. Toutefois, ces paysans déplorent le manque de semences et d'engrais. Selon eux, ces situations influent négativement sur la production. Un sujet de Côte d'Indjaï. L'hivernage bat son plein dans la région de Kaffrine. L'état des cultures suscite l'espoir chez les paysans du Ndoukoumane. Les fortes pluies ont certes causé des inondations, mais ont produit un impact positif sur les semis. Nous gardons l'espoir car à l'état actuel, les semis sont bons, aussi bien l'arachide que le mil. Comme dans beaucoup de localités du pays, la problématique de semences reste un casse-tête. Chez ces paysans, il faut user de ses propres astuces pour s'en sortir. Si l'État veut octroyer chaque père de famille quelques kilos, c'est pas suffisant. Moi, après la récolte, je conserve près d'une tonne en guise de semences. À cela s'ajoute le manque criard d'engrais, ce qui réduit tout espoir de récolter en abondance. Moi, j'ai déposé de l'argent pour l'engrais, mais jusqu'à présent, on ne m'a pas octroyé aucun kilogramme. Le sol n'est plus productif. Si vous n'avez pas d'engrais, c'est que vous n'avez rien cultivé. À l'état actuel des choses, ils ont encore besoin des pluies pour le bon développement des semis. Toutes les cultures ont présentement besoin de l'eau. Le mil, le maïs et même l'arachide, surtout en cette période du mois d'août. L'hivernage avait fini de plonger Kaffrine dans les eaux. Ceci au grand bonheur des cultures. Les paysans de cette zone du Ndoukoumane lancent un énième appel aux autorités pour un approvisionnement correct en engrais, seul gage d'une moisson fructueuse. De Kaffrine, nous nous rendons à Mbacké. Le retour d'exil de Cheikh Ahmadou Bamba, commémoré ce mardi à Darussalam. Des milliers de fidèles sont actuellement dans la cité religieuse fondée en 1886 par Serigne Touba. Mame Cheikh Anta, à travers ce geste, a voulu honorer son frère aîné après la victoire contre le colonisateur. Les faits datent de janvier 1903. La correspondance d'Elhadj Modou Gueye.
Les festivités du retour d'exil de Cheikh Ahmadou Bamba sont célébrées ce mardi à Darussalam dans la commune de Mbacké. C'était le 3 janvier 1903. Beaucoup de fidèles ont déjà relié la cité religieuse où repose Mame Cheikh Anta Mbacké, frère cadet de Serigne Touba. Ce magal a été célébré pour la première fois, nous dit-on, en 1942 par Serigne Modou Mamoun Mbacké, premier khalife de Mame Cheikh Anta sur instruction de ce dernier. Depuis lors, se souvient Cheikh Anta Mbacké, un de ses petits-fils et porte-parole. Le village devient une grande cité du mouridisme et ne cesse de s'accroître en population. À rappeler que Darussalam a été fondé en 1886 par Cheikh Ahmadou Bamba lui-même. Ses deux fils aînés, que sont Cheikh Mohamedou Moustapha et Serigne Fallilou Mbacké, sont nés dans ce village qui, selon l'histoire du mouridisme, est un sanctuaire du paradis. Et c'est ce qui met en terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique. Retrouvez dans un instant BBC Info. Je vous retrouve demain à 20h. S'il plaît à Dieu, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. N'hésite pas. Mes parents connaissent beaucoup de monde en Côte d'Ivoire. Merci, c'est gentil. Je vais me reposer un peu. À plus tard. Après des années de dur labeur, nous allons enfin pouvoir faire entrer la Kalou Cacao Café en bourse. Cela n'a pas été simple, mais nous y sommes parvenus. Les fortes pluies du 24 juillet 2016 ont eu des conséquences désastreuses dans cette région. Il y a inévitablement des maisons qui doivent quitter. Avec 200 maisons à peu près, on peut reloger certaines familles et utiliser les espaces libérés pour créer des stations de pompage ou des bassins de rétention ou en tout cas des systèmes, un système de drainage. Ay bassins yu ñu defoon fee ci kaw foofu la daanu. Jour bi résultat yi génn jour boobu ci la ñàkk bakkanam. Kaffrine, en plus d'être une cuvette, souffre d'un déficit ou d'une absence ou d'une faiblesse d'un réseau d'assainissement.